Donc bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Joseph Larmarange. Je suis démographe en santé publique, directeur de recherche à l'IRD au CEPED, le Centre Population et Développement. Et mes terrains portent donc sur le VIH principalement en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler de l'autodépistage du VIH et notamment du programme Atlas, sur lequel j'ai opéré en tant que coordinateur de l'ensemble des aspects de recherche. Pour rappel, déjà peut-être, c'est qu'est-ce qu'un autotest? Alors c'est vrai que depuis l'épidémie de Covid, on est un peu plus au fait de ce qu'est un autotest. C'est un dispositif médical où un individu réalise lui-même la collecte d'un échantillon. Pour le VIH, on a des sanguins ou avec un prélèvement oral. On réalise un test rapide avec cet échantillon et puis on va lire et interpréter soi-même les résultats. Alors, on parle d'autotest supervisé lorsqu'il est fait avec un agent de santé ou un père éducateur à proximité pour accompagner la personne, d'autotest non supervisé lorsque la personne réalise toute seule le test. Et parmi les autotests les plus connus, on peut aussi citer les tests de grossesse qui existent sous forme d'autotest. Dans le cadre du VIH, un autotest réactif, on parle de réactif plutôt que positif, nécessite de réaliser un test classique pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Alors, en Afrique de l'Ouest, on sait que les populations clés, que ce soit les travailleuses du sexe, TS, les HSH, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ou UD pour usagères et usagers de drogue, sont particulièrement exposés au VIH avec des prévalences plutôt élevées. Mais on sait aussi que dans ces populations-là, les personnes les plus proches des structures communautaires arrivent à avoir accès à différents services, alors qu'une autre partie va être plus éloignée des programmes. Et puis, on sait aussi que l'ONU-SIDA, depuis quelque temps, fait ce focus dans ses rapports. Et en 2020, on estimait que 45% des nouvelles infections en Afrique de l'Ouest avaient lieu parmi les populations clés, mais surtout que 27% avaient lieu parmi les clients de travail du sexe et parmi les partenaires sexuels des populations clés. Et donc, du coup, on a des populations que je qualifierais de populations périphériques. Ce sont des travailleurs du sexe occasionnels, ce qu'on appelle les HSH cachés, ceux qui ne sont pas atteints par les pères éducateurs. Mais les clients et l'ensemble de leurs partenaires sexuels, ils sont peu atteints par les programmes et ils ont un faible accès au dépistage de VIH. Et donc, il est essentiel d'arriver à toucher ces populations-là si on veut atteindre une couverture de 95% de personnes vivant avec le VIH diagnostiquées. Alors, dans ce cadre-là, c'est développé un programme sur l'autodépistage en Afrique de l'Ouest. Et la nouveauté de l'autodépistage, c'est qu'on peut prévoir une dispensation primaire. On va remettre des kits aux personnes pour leur propre usage, mais on peut aussi prévoir une dispensation secondaire. On remet des kits d'autodépistage aux personnes pour qu'elles les redistribuent à leurs partenaires et à leurs connaissances. Donc, le projet Atlas, qui a été mené entre 2019 et 2022, était un projet financé par United, mis en œuvre par Soltis en consortium avec l'IRD et avec une trentaine de partenaires en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est près de 400 000 kits de dépistage qui ont été dispensés entre 2019 et 2022 sur 200 sites de dispensation, avec plus de 1400 agents de santé, pères éducateurs, pères éducatrices qui ont été formés à l'autodépistage. Et on va le voir autour de 8 canaux de dispensation. Alors, pour vous montrer le consortium, c'est dans chacun des pays des activités qui ont été menées avec les ministères de la Santé, les programmes ou les conseils nationaux de lutte contre le sida, et puis avec différentes ONG et intervenants qui sont déjà des acteurs qui sont récipiendaires en général du Fonds mondial ou du PEPFAR et qui sont déjà les acteurs des campagnes de dépistage existantes du VIH. Donc, on n'a pas créé un système parallèle, on a intégré l'autodépistage dans des campagnes de dépistage existantes. Et sur ce programme de mise en œuvre, puisque c'est avant tout un projet de mise en œuvre, c'est rajouté une composante recherche que j'ai coordonnée et qui s'est fait du coup avec différents partenaires, notamment le CRCF au Sénégal, le programme PAXI en Côte d'Ivoire, à l'international avec aussi la London School, l'université McGill, et puis l'OMS a été aussi un de nos partenaires. Donc vous voyez, c'est un partenariat scientifique assez élargi. Alors, ce schéma-là, qui peut paraître un peu compliqué à première vue, c'est pour vous dire comment on a pensé en fait le programme Atlas. Notre logique, c'est d'avoir 8 canaux de dispensation. Alors, le premier, c'est le dépistage des cas index, c'est-à-dire dans des cliniques de prise en charge du VIH, on va pouvoir proposer des autotests aux personnes qui vivent avec le VIH pour qu'elles le remettent à leurs partenaires. Dans des consultations IST, donc là, on est dans des consultations de santé où il y a des personnes qui vont venir avec une infection sexuellement transmissible et on va proposer l'autodépistage pour elles-mêmes et pour leurs partenaires. Mais le gros de l'activité, plus de 90% de l'activité, ça a été des entrées par les populations clés, que ce soit dans des cliniques dédiées pour les HSH, les TS ou les UD, ou
en stratégie avancée sur les lieux de socialisation, les lieux de prostitution, les lieux de consommation, pour toucher ces populations clés, mais en espérant toucher en distribution secondaire leurs partenaires et une autre partie de ces populations clés qu'on ne voit pas. Premier résultat sur lequel je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup, mais c'est important de le rappeler, alors qu'il y a eu beaucoup de doutes en début de projet, on voit que l'autodépistage, c'est une offre qui est complètement acceptable, tant du côté des décideurs politiques que du côté des professionnels de santé, des pères éducatrices et des pères éducateurs ou des bénéficiaires eux-mêmes et elles-mêmes. En fait, la majorité arrive à réaliser un autodépistage sans conséquences négatives ni difficultés majeures. Ce que l'on peut vous montrer, c'est que la distribution secondaire, elle est faisable. Là, vous avez des résultats d'entretien. Vous avez un HSH au Mali qui va nous dire, j'ai tout le temps refusé de me faire piquer avec le dépistage classique, mais à cause de l'autotest, j'ai découvert que j'étais infecté. Ensuite, j'ai fait le dépistage de ma fiancée avec, mais elle a eu un non réactif. Ce verbatim illustre également le fait que certaines personnes qui étaient réticentes au dépistage sanguin ou par prise de sang au bout du doigt, en fait, ont accepté plus facilement d'avoir un autotest oral. Une travailleuse du sexe au Mali nous présente même un cas de distribution tertiaire. J'ai aussi un client chez qui je me rends. Je lui ai donné 3 kits parce qu'il m'a montré clairement qu'il a une autre partenaire. Donc, il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. Enfin, ce dernier verbatim qui est avec un HSH du Sénégal illustre qu'il y a des partenaires avec qui c'est plus facile à proposer que d'autres. Je proposerais bien l'autotest VIH à mon partenaire sexuel parce que c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation amoureuse. Mais le fait de le proposer à un partenaire occasionnel risquerait de poser problème. On le voit également avec les travailleuses du sexe, leurs partenaires réguliers, leurs clients réguliers qu'elles connaissent plutôt bien, elles peuvent leur proposer un autotest. Par contre, avec un client de passage, en moins de 10 minutes, vous avez à la fois la rencontre, la négociation de la passe et la passe elle-même, il n'y a pas d'espace pour parler autodépistage. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces distributions secondaires, il y a un apprentissage par les communautés, par les pairs éducateurs et par les populations, et on peut voir indirectement que ça a augmenté au cours du temps. Vous avez ici un indicateur indirect qui est le nombre moyen de kits distribués par contact primaire sur le terrain. Et vous avez à gauche ce qui s'est passé chez les travailleuses du sexe, en centre chez les MSM, et vous voyez qu'il y a une augmentation au cours du temps, avec effectivement un petit hiatus sur cette partie en grisé qui correspond au début de la crise Covid. Chez l'usage de drogue, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus long à mettre en œuvre, on est avec une population un peu plus marginalisée dans les fumoirs et pour qui la redistribution est un peu plus compliquée. Ce qu'on a vu aussi, c'est comment les acteurs pouvaient s'adapter au cours du temps. Alors, ce que vous avez ici, c'est pour les activités auprès des populations clés. Vous avez par mois en Côte d'Ivoire à gauche, au Mali au centre, au Sénégal à droite, le nombre de kits dispensés par mois. Et en couleur, vous avez la taille des activités dans lesquelles ces kits ont été dispensés. En jaune clair, ce sont donc des kits dispensés en face à face. En vert, dans des petits groupes de 2 à 4 personnes. En bleu, de 5 à 8 personnes. En mauve, de 8 à 10. Et en marron, en grands groupes. Alors, on voit que la crise de la Covid a eu des impacts un peu différents suivant les pays. On a juste ralenti la progression au Mali, où les mesures gouvernementales ont été un peu les moins fortes. En Côte d'Ivoire, il y a eu une coupure en avril 2020 avant de redémarrer. Et au Sénégal, une suspension des activités. Et c'est là où les mesures gouvernementales ont été les plus fortes. Surtout, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a eu un changement des activités mises en place. Les activités en grand groupe se sont réduites pendant la période Covid pour privilégier du face-à-face ou du petit groupe. Et on a vu en fait que les acteurs se sont réadaptés en favorisant d'autres manières de contacter les personnes, par WhatsApp, par des visites à domicile. Et en fait, l'autodépistage a permis de maintenir un lien au dépistage pendant la période de la crise Covid. Une des grandes questions est de savoir qui sont les personnes bénéficiaires du programme. Un des axes forts du programme Atlas, ça a été de ne pas mettre en place de suivi systématique des personnes. D'autres programmes, notamment les premiers pilotes du PEPFAR, mettaient en place un tracking, c'est-à-dire que l'on remettait le kit, on prenait le numéro de téléphone de la personne et on rappelait les gens au bout de 3 ou 4 jours pour savoir si l'autotest avait été bien utilisé et le résultat du test. De la même manière, si les gens redistribuaient, on leur demandait de recollecter à nouveau en fait le téléphone des partenaires à qui ils remettaient. Ce qu'on a vu, c'est que faire ce suivi systématique, qui revient finalement un peu à avoir une surveillance permanente sur les usagers, c'est délétère pour la distribution et des personnes refusent l'autodépistage s'ils doivent être suivis de cette manière-là. Et en fait, ce que les gens apprécient le plus, c'est d'avoir le choix de choisir quand, où et comment ils réalisent leur autodépistage et avec qui ils vont partager le résultat. Et notamment certains, ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils n'ont pas à partager avec le père éducateur ou la père éducatrice leurs résultats.
Donc, on a mis en place de manière indirecte, pour préserver cet anonymat, une enquête téléphonique entre mars et juin 2021. On a distribué des flyers avec chaque kit dispensé et on invitait les personnes à appeler un numéro vert pour participer à une enquête. Donc, le numéro était gratuit, l'enquête était anonyme et les gens recevaient 2000 francs CFA de crédit téléphonique pour être motivés à participer. On a réussi à enquêter 2615 personnes, c'est un taux de participation de l'ordre de 5%, ce qui est à peu près ce qu'on arrive à obtenir dans les enquêtes de manière générale lorsqu'on est sur une participation volontaire, c'est-à-dire que les gens répondent à une invitation. Alors, 2615 personnes qui ont été enquêtées. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est qu'un tiers des personnes qui ont été enquêtées ont reçu leur kit par de la distribution secondaire, par un ami, un partenaire sexuel, de la famille. Et on suppose que ce tiers est un peu une sous-estimation puisque les contacts primaires sont probablement plus à même de participer à l'enquête. Un résultat important sur lequel je reviendrai, c'est que 41% des personnes qui ont participé faisaient un test du VIH pour la toute première fois. Et puis, 50% des personnes qui ont participé ne se percevaient comme étant pas du tout à risque VIH. Donc, on touche une population qui, en général, ne se sent pas exposée. Sur les flyers, il y avait un numéro de suivi qui était nécessaire pour la participation. Et en fait, ça nous permettait de savoir indirectement le canal de dispensation par lequel le kit avait été initialement dispensé. Dans le canal des travailleuses du sexe, c'est-à-dire parmi les gens qui ont reçu leurs flyers d'enquête via un canal travailleuse du sexe, la moitié des participants étaient des hommes. Et ça suggère qu'on arrive à atteindre des partenaires ou des clients de travailleuses du sexe. Dans le canal HSH, 1/10 des participantes étaient des femmes, ce qui suggère qu'on arrive à atteindre des partenaires féminines de HSH par l'autodépistage avec le secondaire. Et puis, 45% des HSH qu'on a, du moins des hommes du canal HSH qui ont été enquêtés, ont dit à l'enquêteur de n'avoir jamais eu de partenaire masculin au cours de leur vie. Alors, deux possibilités. Soit, en fait, à un moment donné, ça a diffusé auprès d'une population hétérosexuelle, soit peut-être que l'on arrive à atteindre des hommes qui ne sont pas en capacité, ou du moins qui sont plus discrets, qui ne veulent pas dire à quelqu'un d'externe qu'ils ont des pratiques avec des hommes, ce qu'on appellerait, entre guillemets, des HSH cachés. Alors, pour mettre en comparaison ce pourcentage de primo-testeurs, on a essayé de le comparer avec ce qu'on voit dans des enquêtes auprès de populations clés. Si vous regardez à gauche, là, c'est une enquête qui a été faite auprès de travailleuses du sexe. En Côte d'Ivoire, on avait 26% de primo-testeurs dans le canal TS, pour les femmes du canal TS, dans l'enquête coupon qu'on a réalisée. Et vous voyez qu'on était à 11, 18 ou 19% de primo-testeuses dans les enquêtes auprès de populations clés TS dans le même pays. Chez les HSH, 37% de primo-testeurs dans notre enquête autodépistage. Et dans les enquêtes auprès de HSH, qui sont menées en Côte d'Ivoire, on est plutôt entre 11 et 30%. Pareil au Mali, on a des taux de primo-testeurs particulièrement élevés et chez ETS au Sénégal. Petite différence, c'est au Sénégal pour les HSH, on a peu de primo-testeurs, 25% par rapport à d'autres enquêtes qui avaient pu être faites. Il faut aussi savoir que l'enquête que l'on a pour le Sénégal est très bien. En plein au moment de l'enquête, il y a une vague d'homophobie et on a un très très faible taux de participation des HSH à l'enquête au Sénégal, mais qui est vraiment lié à un contexte de stigma et d'homophobie particulièrement important. Et il y a des vagues d'homophobie régulièrement au Sénégal qui viennent entraver les activités. On a fait une enquête complémentaire auprès des personnes qui nous avaient dit avoir un résultat réactif. Premièrement, on voit que parfois dans l'enquête, les gens font une confusion entre le nombre de traits qu'il y a sur le test et le résultat, réactif, non réactif, tel qu'ils l'interprètent. Et en fait, on se rend compte que les termes réactifs, non réactifs ne sont pas forcément courants dans les populations et que les messages, il faut vraiment les adapter sur le nombre de traits qui est plus factuel. On a quand même rappelé les personnes qui avaient eu 2 traits au bout de 3 ou 6 mois pour savoir si elles sont allées faire un test de confirmation. Dans notre enquête, le taux de confirmation n'est pas vraiment optimum. Il est de l'ordre de 50%. Alors, on est sur des petits effectifs, donc c'est une marge d'erreur entre 1/3 et 2/3, mais on est encore sous-optimal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la moitié de ceux qui ont fait une confirmation ne sont pas allés dans des structures communautaires, mais sont allés dans des structures tout publiques. Comme en fait, par notre entrée population clé, on va toucher les périphéries et les partenaires, on va toucher des populations qui ne sont pas les clients usagères des approches communautaires et qui, du coup, vont effectivement faire leur confirmation dans des structures plus grand public.
Bonne nouvelle, ceux qui ont été confirmés positifs ont tous initié un traitement antirétroviral. Donc, on a un lien important vers la prise en charge. Une fois la confirmation effectuée, en fait, ce que ça suggère, c'est que c'est la première étape, c'est le premier contact qui est le frein. Mais une fois que le contact est réétabli, on a des retours positifs. Et c'est très cohérent avec les retours spontanés que certains utilisateurs ont fait auprès de pères éducateurs et que nos partenaires nous ont rapportés. Un autre enjeu, du coup, c'est sans ce suivi autosystématique, peut-on essayer d'avoir des approches simples pour mesurer l'impact de l'autodépistage sur l'accès au dépistage? Notre enquête téléphonique, c'est un dispositif qui est lourd à mettre en œuvre. On pourra mesurer des choses dans les grandes enquêtes auprès des populations clés ou les enquêtes population générale avec l'ajout d'indicateurs, mais ça coûte cher. On ne peut pas faire ça fréquemment. On a essayé l'exercice de croiser les données programmatiques qui sont collectés par les pays, en fait, sur le nombre de tests classiques, le nombre de tests classiques positifs et le nombre d'initiations de traitement, collectés par trimestre et par district sanitaire, avec les volumes d'autodépistage qui sont dispensés. Et on a travaillé avec des modèles linéaires mixtes ajustés par trimestre et par région pour essayer d'isoler l'effet propre de l'autodépistage. Ici, vous êtes sur la Côte d'Ivoire. Pour comprendre ce qui se joue, vous avez à droite les 9 districts Atlas où on est intervenu. Vous voyez que dans ces districts-là, il y a une très grosse baisse en jaune du nombre de tests conventionnels et c'est lié à une évolution de la politique de PEPFAR qui va essayer de rationaliser ses coûts. En violet, vous avez les quelques autotests qui étaient dispensés par le PEPFAR sur notre période d'études, qui restent limités. Et en bleu, vous voyez les autotests dispensés par Atlas. Et dans les 9 districts où Atlas intervenait, vous voyez que ça a permis de compenser la baisse du dépistage conventionnel. En bas, sur les 69 districts sanitaires non couverts par le programme Atlas. Si on essaye maintenant d'identifier les effets, premièrement, je vous invite à regarder la 3e ligne de ce tableau. Et donc, c'est l'effet sur le dépistage conventionnel pour 1000 autotests dispensés par Atlas. Donc, quand on distribue 1000 autotests, on voit en Côte d'Ivoire autour de moins de 100 tests conventionnels réalisés. Alors, l'effet est pas statistiquement significatif, on n'a qu'une p-valeur de 0,10, mais ça suggère un effet de substitution. Des personnes qui, en temps normal, auraient fait un test classique, ont préféré se tourner vers l'autodépistage. Donc, forcément, c'est attendu, on a un petit effet de substitution. Et plus on va distribuer d'autotests, moins il y aura de tests conventionnels. Par contre, malgré ça, ça va, même s'il y a la substitution, c'est que de moins de 100 pour 1000 tests. Donc, du coup, même si on a un doute sur le taux d'utilisation effective de l'autodépistage, on va avoir des effets entre plus 400 et plus 600 personnes qui ont accédé à un test suivant les hypothèses sur le taux d'utilisation. Ce qui est plus intéressant, c'est l'impact sur le diagnostic. On montre que sur le nombre de tests conventionnels positifs, donc ça veut dire lié aux confirmations, on a une augmentation significative. P est inférieur à 5%. Ici, sur les diagnostics. Par contre, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'effet visible sur les initiations de traitement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On est avec des p-valeurs très larges et un gros intervalle de confiance. Donc, on ne sait pas s'il n'y a pas d'effet ou si c'est juste que on n'a pas assez de puissance. On a refait le travail au Sénégal et au Sénégal, on a des résultats un peu similaires. On a tout d'abord, 3e ligne, moins 350, un effet de substitution plus élevé, attendu au Sénégal, car au Sénégal, les tests rapides ne se font pas avec une prise de sang bout du doigt, mais avec du sang veineux qui est beaucoup plus désagréable pour les populations. Par contre, on a au Sénégal des effets très significatifs sur le niveau diagnostic et sur l'initiation du traitement. Et en fait, ce type de travail a beaucoup intéressé l'OMS et on est en train avec l'OMS de répliquer l'analyse à une quinzaine de pays pour voir si on peut avoir des outils simples de suivi des personnes sans avoir à faire un tracking systématique et donc en préservant l'anonymat. Sur Atlas, on a aussi travaillé avec une équipe de modélisateurs de l'Imperial College of London et de l'Université McGill en réadaptant un modèle compartimental à la Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Et l'idée de travailler sur de la modélisation, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Vous avez ici une estimation de qui sont en 2020 les personnes qui vivent avec le VIH et qui ne sont pas diagnostiquées. Et on voit en fait qu'on a 3 pays avec des situations très différentes. Le Sénégal, que vous avez sur la droite, on estime que 40% des personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut sont des HSH. Et en fait, le Sénégal a une épidémie qui est fortement concentrée. La prévalence en population générale est relativement faible, 0,3, 0,4%. On a une concentration chez les clients de HSH, dans une moindre mesure chez les TRS et chez leurs clients. Et en fait, la population générale représenterait en fait à peu près 42% des personnes qui ne connaissent pas leur statut.
Au Mali, la situation est un petit peu différente. Les HSH, finalement, sont en volume, en nombre de personnes, une petite partie, en fait, des personnes non diagnostiquées. Il y a un gros volume, en fait, sur les TS et leurs clients. Mais en même temps, 70% des personnes qui connaissent pas leur statut appartiennent, en fait, à la population générale. Et en Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment avec une épidémie autour de 2-3% de prévalence, on a une concentration des non diagnostiqués dans la population générale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le retard sur les personnes qui connaissent leur statut ou ne connaissent pas leur statut, mais il y a aussi des enjeux de comprendre où se joue la dynamique épidémique. En fait, avec les modèles, on a essayé d'estimer la dynamique épidémique sur 2020-2029. Alors, ça reste un modèle, hein, donc les chiffres sont toujours avec les limites propres à un modèle, mais ça nous donne quand même une indication. Et vous avez ici ce qu'on appelle les TPAF. Alors, les TPAF, c'est un peu particulier, c'est les Population Attributable Fraction. Ça vous indique la part des nouvelles infections qui sont imputables à un groupe. Mais comme ça tient compte d'infections secondaires, les pourcentages ne se somment pas à 100%, hein, et peuvent être un peu et donc ça peut aller au-delà. Mais ça nous donne quand même le poids d'un certain nombre de groupes. D'une part, ce qu'on voit, c'est que la dynamique épidémique, elle est majoritairement, première ligne, les infections sont liées essentiellement à des gens qui ne connaissent pas leur statut. 74% au Sénégal, 82% au Mali, 68% en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un petit peu moins parce qu'il y a aussi une contribution assez importante de personnes qui connaissent leur statut, mais qui ne sont pas sous traitement. Ensuite, sur le poids des différentes populations clés. Comme je vous l'ai dit, le Sénégal, c'est un pays sur lequel, en fait, il y a eu des programmes qui ont touché les travailleurs du sexe depuis assez longtemps. Et donc, du coup, on a plutôt des bonnes couvertures dans cette population-là. Et donc, l'épidémie, elle est poussée majoritairement par la question de la population HSH, chez qui la situation s'est dégradée depuis une vingtaine d'années. Et vous voyez, on a un TPAP de 47% pour les MSM au Sénégal. Au Mali, en fait, on est sur une situation un petit peu différente. Au Mali, l'épidémie, elle part vraiment du travail du sexe. On estime que le TPAP des TS, c'est 18%, mais surtout 41% pour les clients des travailleuses du sexe. Donc, on est plutôt sur un modèle de diffusion qui part des travailleuses du sexe, qui va s'étendre aux clients et qui ensuite diffuse dans la population générale. Donc, le Mali, en volume, hein, les HSH représentent une plus petite composante, mais par contre, avec une grosse dynamique qui part du travail du sexe. Et en Côte d'Ivoire, en fait, ou en termes de modélisation, on avait été montré que sur 2010-2019, on était plutôt sur le format un peu du Mali. Aujourd'hui, ça s'est relativement diffusé en population générale. Et vous voyez, en fait, on a un TPAF des populations non clés de l'ordre de 54%. En fait, une grosse partie de l'épidémie. En fait, on a encore des populations clés très touchées. Il faut y agir, mais en fait, le volume que ça représente dans la dynamique globale a diminué avec une transmission qui a lieu de population générale en population générale de manière beaucoup plus importante, avec des TPAF élevés pour les femmes et les hommes non population clé. Alors, on a essayé de voir est-ce qu'on avait un impact avec l'autodépistage, et donc on a modélisé un passage à l'échelle d'un programme autodépistage avec distribution secondaire dans les populations clés, travailleuses du sexe et HSH. Donc l'idée, c'est d'atteindre d'ici 2025 une couverture de 95% à l'échelle nationale dans les 3 pays, avec 2 autotests distribués par contact et par an. Ce qu'on montre, c'est que le premier gros impact, c'est dans les populations clés de réduire le délai entre infection et diagnostic du VIH. On estime par exemple chez les HSH au Sénégal être autour de 6 ans sans l'autodépistage et descendre à 3 ans et demi avec le passage à l'échelle. Donc, on a un impact important chez les HSH dans les 3 pays et un impact un peu plus faible chez les travailleurs du sexe qui dépend un peu de la situation initiale. Mais on va améliorer du coup l'accès, du moins réduire ce délai-là, qui est une véritable amélioration dans ces populations clés. Notez néanmoins que c'est pas suffisant pour être dans un monde idéal. On est encore à 2 ou 3 ans entre infection et diagnostic, alors qu'idéalement les personnes devraient être diagnostiquées dans l'année. Ce qu'on va également montrer, c'est qu'on va avoir un impact sur le premier 95, c'est-à-dire sur la proportion de PVVIH qui connaissent leur statut sérologique dans les 3 pays, chez les TS et chez les HSH, même si c'est encore insuffisant pour atteindre les 95% d'ici 2030, mais on a une véritable amélioration. Par contre, on va avoir un impact global au niveau populationnel un peu moins important quand l'épidémie est plus généralisée. En Côte d'Ivoire, 81 versus 80% si on passait pas à l'échelle.
alors qu'au Sénégal, ça sera plus marqué parce que les populations clés, en volume, représentent une plus grosse partie de la situation. Mais ce qu'on voit dans les trois pays néanmoins, c'est que on va surtout éviter des infections aussi en population générale. Et plus de la moitié des infections évitées, elles, ont lieu en population générale. La stratégie, elle augmente l'accès au dépistage dans les populations clés, dans les populations qui leur sont proches, périphérie des populations clés et partenaires. Et en fait, petit à petit, ça va augmenter l'accès au traitement et donc, du coup, réduire la transmission. Et du coup, ça va éviter les infections aussi en population générale. En termes de coûts, si vous êtes intéressé, il y a tout un article dessus. On montre qu'on peut faire baisser les coûts avec le passage à l'échelle. Plus on va faire du volume, plus les coûts vont se diminuer. Et dans les populations clés, on passe déjà entre 2019, 2020 et 2023 de 13 à 8 dollars pour les TS en Côte d'Ivoire ou de 17 à 12 dollars au Sénégal. Et il y a encore des gains qui sont possibles avec l'augmentation des volumes. Et donc, du coup, en fait, il y a on est sur des politiques qui sont soutenables sur le long terme avec ces gains de coûts. Surtout, et là je vous montre des premiers résultats de coût-efficacité, donc c'est encore en cours d'affinage, c'est qu'on est sur une situation très coût-efficace. Alors comme le temps file, je vais me concentrer sur la ligne la plus importante, c'est la deuxième ligne. Donc, vous avez en fait ce qu'on a estimé, c'est quand on prend notre scénario de passage à l'échelle versus le scénario où on arrête l'autodépistage. Entre les deux scénarios, on va pouvoir calculer un nombre d'années de vie gagnées par le programme, parce que si les gens sont dépistés, ils ont accès à un traitement. En ayant accès à un traitement, ils vont vivre plus longtemps et surtout, ils ne vont pas infecter d'autres personnes. Donc, vous avez la différence du coût entre les deux programmes et la différence du nombre d'années de vie gagnées, ce qui permet de calculer le coût moyen d'une année de vie gagnée en bonne santé. Alors, c'est des DALY, c'est ajusté en fait sur le handicap. On est à 173 dollars en Côte d'Ivoire, 128 au Mali, 75 au Sénégal. Donc, on est sur des coûts qui sont vraiment faibles par DALY Avertide. Alors, il peut y avoir encore des petits ajustements sur ces coûts, c'est du préliminaire, mais on va être dans tous les cas en dessous de 200 dollars. Or, on considère en général qu'une intervention, elle est coût efficace si elle est inférieure à 3 fois le PNB par habitant et par an, et qu'elle est très coût efficace si elle est inférieure au PNB par habitant et par an. Vous voyez, on est ici à moins de 200 dollars avec des PNB par habitant et par an qui sont de l'ordre de 2300, 800 et 1500 dollars par an et par personne, ce qui fait que du coup on est vraiment très en dessous et qu'on est du coup sur une intervention qui a toute sa place. Pas suffisante, on l'a vu, pour atteindre la couverture, les objectifs politiques, mais un élément essentiel à obtenir. Je ne vais pas trop revenir sur les structures de santé publique, juste pour dire que dans les structures de santé publique, qui est un autre aspect du travail qui a été mis en œuvre, ce qu'on voit, c'est que l'autodépistage, en fait, il règle pas tous les problèmes qu'il y a autour du CEDIP, c'est-à-dire du conseil dépistage à l'initiative des prestataires de santé. Dans certaines structures, ça a permis de repenser la délégation des tâches, le parcours patient. Et quand on a des parcours patients qui sont clairs, une délégation des tâches efficace, on a du dépistage qui marche bien dans des structures de santé. Dans d'autres, ça ne va pas suffire à lui seul à lever les contraintes organisationnelles et structurelles qui existent déjà. Pour conclure, l'autodépistage du VIH et la distribution secondaire sont donc faisables, acceptables, adaptés et soutenables en Afrique de l'Ouest. On le voit, l'autodépistage permet d'atteindre au-delà des populations clés, des personnes qui n'avaient encore jamais eu accès au dépistage du VIH. Et on voit qu'on peut améliorer cet accès en ayant des impacts visibles au niveau populationnel. Et pour terminer, je souhaiterais qu'on puisse entendre une parole d'utilisateurs et d'acteurs de terrain avec une petite vidéo de 3 minutes. J'ai donné à mes partenaires de l'avais distribué des autotests. Pour celles et ceux intéressés, sur la chaîne YouTube du lien que je vous ai donné tout à l'heure, il y a aussi d'autres vidéos, des témoignages utilisateurs, des témoignages de pères éducateurs en français ou sous-titrés en anglais. Donc voilà, si pour celles et ceux qui veulent, c'est aussi important d'entendre pas que les chercheurs, mais aussi ceux qui font les actions sur le terrain ou ceux qui en bénéficient. Merci à vous.